Cela m'arriva quand j'étais en première. Je suis une femme et j'ai tendance à toujours vouloir faire plaisir aux autres. Je n'aime pas reprendre les gens, les rejeter ou agir comme s'ils étaient bizarres. Et je suis aussi plutôt ouverte d'esprit et j'ai tendance à prendre les choses comme elles viennent. L'école commença tôt en septembre et je remarquai du coin de l'œil que, dans mon cours de biologie marine, il y avait un garçon qui n'arrêtait pas de me fixer. Je lui faisais simplement un petit sourire pour le remercier et continuer mon devoir. Je n'y pensais pas vraiment pendant quelques semaines, même s'il continuait à me fixer. Il était très mince et grand. Il avait les cheveux bruns et ses yeux étaient si foncés qu'ils avaient l'air noirs. De manière générale, il avait un visage quelconque, excepté pour ses yeux super foncés. Un jour, il décida de me saluer. Je le saluai en retour et il se présenta. Il s'appelait Alex. Je lui disais alors le mien, mais il me répondit qu'il le savait déjà. Ce n'était pas une surprise puisque j'écrivais relativement gros et qu'il avait facilement pu me voir écrire mon prénom sur l'un de mes devoirs puisqu'il me regardait tout le temps. C'était un peu bizarre, parce qu'il n'avait aucune expression sur le visage lorsqu'il annonça d'un ton monotone qu'il connaissait mon prénom. Je rigolais simplement en disant « Oh, d'accord !» et commençais à ranger mes affaires dans mon sac alors que la cloche s'apprêtait à sonner. Je n'avais pas beaucoup d'amis, et on s'asseyait toujours à la même table pour manger. On était tous plutôt calmes, et la plupart du temps, on mangeait en lisant, ce qui voulait dire que je ne regardais pas beaucoup autour de moi, les yeux fixés sur mon livre. Ce jour-là, mon amie venait de finir son roman. Alors, je décidai de poser mon livre pour discuter avec elle. Je remarquai tout de suite qu'Alex était en train de nous fixer depuis les tables extérieures. Il n'avait jamais l'air d'être gêné que je le voie me fixer. Je le montrai à mon amie et lui parlais du cours qu'on partageait. Elle trouva ça super flippant. Mais je lui répondis qu'il n'était sûrement pas méchant, mais seulement mal à l'aise en société. Un peu plus tard dans la journée, j'arrivais à mon cours de biologie marine en avance, et donc pendant environ 10 minutes, il n'y avait que moi, Alex et une autre fille. Je fis ce demi-sourire à Alex et décidai d'ouvrir mon livre pour me remettre à lire. Il avait les mains repliées sur sa bouche et me fixait encore. Cette fois par contre, c'était gênant, parce qu'on était pratiquement seuls. Je lui jetai un regard et haussai légèrement les sourcils comme pour dire « Oui ». Il me regarda lentement de haut en bas et je lui demandai s'il allait bien. Il répondit que oui et qu'il était juste dans ses pensées. « Ouais, si tu veux ». Le lendemain, au déjeuner, je trouvai un petit bout de papier sur la table à laquelle on s'asseyait. Il y avait mon nom inscrit dessus. Mais pas juste mon prénom, mon nom de famille aussi. Je l'ouvrais et le mot disait quelque chose comme « Je me demande à quoi ressemblerait ton trou du cul avec un tuyau en PVC à l'intérieur. » C'est quoi ce bordel? Je regardais autour de moi mais ne vis pas Alex. Mais je sus tout de suite que c'était lui. J'avais vraiment peur d'aller en cours plus tard ce jour-là, mais il n'était pas là. Ne pas le voir me rassurait beaucoup. La note en elle-même était dégueulasse et embarrassante, donc je ne voulais la montrer à personne. Alors je finis par la jeter. À la fin de la journée, je me rendis à l'arrêt de bus, comme d'habitude. Mais cette fois, je remarquai qu'Alex était appuyé contre l'un des poteaux, son sac à dos sur l'épaule. Je sentis littéralement des frissons parcourir mon dos, lorsque je remarquai un tuyau en PVC blanc ressortir du haut de son sac à dos à travers la fermeture. Je ne lui laissai pas voir que je savais, même si j'étais sûre qu'il m'avait vu lire le papier. Le lendemain matin, je pris rendez-vous avec un conseiller et demandai à changer de cours. Elle hésita beaucoup à le faire parce que l'année avait déjà commencé depuis plus d'1 mois et demi, mais je pense que mes bonnes notes et mon comportement exemplaire la firent changer d'avis. Je passai le reste de mon année à l'éviter avec avidité. Il continuait de me fixer pendant le déjeuner et, une fois, il me prit en photo à l'arrêt de bus sans me demander. Même si c'était contre le règlement, je me procurai du spray anti-agression en descendant du bus. Je n'ai aucune idée de ce qu'il est devenu, parce que lorsque l'année de terminale commença, il n'était plus à notre école. Je ne suis même pas sûre de vouloir savoir ce qu'il est devenu. Alors, quand j'étais en dernière année au lycée, aux alentours de 2007, je fus un jour soudainement contactée par un inconnu sur MySpace. Je le reconnus vaguement, mais ne le connaissais pas. Il m'expliqua qu'il m'avait vu à l'école et que je l'avais aidé en maths plusieurs fois. Ça aurait dû être le premier signal d'alerte pour que je comprenne que quelque chose n'allait pas. Je détestais les maths et je n'avais jamais aidé personne sur ce sujet-là. Je lui répondis qu'il faisait erreur et essayai de rester gentil avec lui. Et on démarra une conversation amicale. Rapidement, le gars, Brian, commença à me parler à l'école. Ça avait commencé de manière plutôt innocente, mais il me portait plus d'attention que ce que j'aurais voulu. Mais ça me flattait un peu, et ça ne m'inquiétait pas vraiment à l'époque. Il avait quelques années de moins que moi, et je me disais qu'il avait un crush pour moi.
essentiellement parce qu'on était tous les deux un peu spéciaux comparés aux autres personnes de notre lycée. C'était une très petite école. Ma classe ne dépassait pas les 40 élèves, et lui et moi faisions partie d'un très petit nombre de rockers là-bas. Il était émo, alors j'étais plus du style punk. On adorait tous les deux My Chemical Romance. Je m'étais dit qu'il m'appréciait parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres filles là-bas qui avaient les mêmes intérêts. Mais il commença à m'attendre à mon casier tous les jours, entre chaque cours. Il commença à me suivre avant les cours et au déjeuner. Il commença à venir à mes spectacles. Je faisais du théâtre et je participais à la chorale. J'essayais d'être poli, mais commençais à l'éviter. Mais la situation continua à s'aggraver jusqu'au point où il me harcelait sexuellement chaque fois que je n'arrivais pas à l'éviter. S'il m'attendait à mon casier, il me disait des choses explicitement sexuelles, me disait ce qu'il voulait me faire et me disait aussi que quand il faisait l'amour avec sa copine, il espérait qu'elle soit moi. À la fête des anciens élèves, il laissa sa copine attendre seule, alors qu'il venait me voir pour me dire qu'il aurait vraiment voulu qu'on fasse un plan à 3 ensemble. Heureusement, mes copines étaient avec moi et s'approchèrent dès qu'elles le virent me parler, ce qui le fit fuir. Ça s'arrêta aussi vite que ça avait commencé. Un jour, il arrêta de venir à l'école. J'étais soulagée, mais aussi curieuse. Après 1 mois sans l'avoir vu, mon ami le mentionna devant mon père, qui était aussi le directeur de mon lycée. Mon père me demanda ce qu'il s'était passé et je finis par lui raconter toute l'histoire. Il avait l'air vraiment perturbé. Je lui demandai ce qui n'allait pas et il m'expliqua pourquoi Brian était absent depuis un moment. Apparemment, pas longtemps après la fête des anciens élèves, Brian a attaché des feux d'artifice sur un chat et les a allumés. Le chat a explosé et Brian a rigolé. Il a été attrapé et envoyé en prison. Puis après avoir été relâché, il a été envoyé dans un centre psychiatrique par ses parents. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé après cela, mais je pense que je l'ai échappé belle, parce qu'il était en fait bien plus fou que je ne l'imaginais. Cela remonte à lorsque j'avais 15 ans et que j'étais en seconde au lycée. J'avais quelques amis et j'allais et venais de mes cours en marchant seule la plupart du temps parce que les banalités me rendaient nerveuse. Et c'est toujours le cas, à cause de quelques problèmes d'anxiété. Un jour, je marchais pour aller en cours et ce type, qu'on appellera Creeper, arriva de nulle part et commença à marcher avec moi. Il était un peu trop près de moi, alors je me décalai légèrement. Mais il me suivit. Il était si près de moi que son bras frôlait mon épaule. Pour vous donner du contexte, je mesure 1m65 et pèse 42 kg. Et ce gars faisait au moins 1m80 et pesait au moins 81 kg et avait sûrement 1 an ou 2 de plus que moi. J'avais déjà eu de mauvaises expériences avec des inconnus, alors je commençais à être mal à l'aise. Il décida finalement de se présenter. « Hé, tu es Donna, c'est ça ?» Bien sûr, j'étais déconcertée, parce que je n'avais aucune idée de qui était ce type et je ne l'avais jamais vu avant. « Est-ce que je te connais ?» je demandai. Sa réponse me donna des frissons et me fait encore flipper aujourd'hui. « Non, mais moi oui. » Et d'un coup, il se tourna et s'en alla. Je plaisante pas, il avait vraiment dit ça. Je l'aperçus le lendemain matin alors que j'étais assise avec mon amie et attendais le premier cours. Je le pointais du doigt et lui demandais qui c'était, mais elle ne le connaissait pas non plus. La sonnerie retentit et on se dirigea tous dans une direction différente. J'enfonçai mes écouteurs dans mes oreilles et lançai de la musique pour le chemin vers le premier cours. Je sentis un bras se frotter à mon épaule. Je regardai du coin de l'œil et vis Creeper me fixer avec ce sourire bizarre. Je me décalai et, comme la fois d'avant, il se rapprocha. Il arracha mes écouteurs et commença à me demander mon numéro de téléphone. Alors que je refusais, il commença à me supplier comme s'il essayait d'être mignon. « S'il te plaît, je peux avoir ton numéro ? T'es si jolie, je veux juste pouvoir t'appeler. » Je ne répondis pas. Puis il commença à me demander si j'avais un copain et si c'était pour ça que je ne voulais pas lui parler. Je me rendais à mon cours et me dépêchai d'entrer. Il resta à la porte quelques instants à me fixer et à grimacer avant de partir. Cela continua pendant plusieurs semaines. Il était partout où j'allais. J'essayais même de prendre des détours pour le semer, mais il finit par comprendre et trouver ces chemins-là aussi. Chaque jour, il me demandait si j'avais un copain et si je voulais bien lui donner mon numéro. Après avoir refusé plusieurs fois, je finis éventuellement par abandonner et l'ignorer. Un après-midi, je marchais à l'arrêt de bus pour rentrer à la maison lorsque mes écouteurs furent soudainement arrachés à mes oreilles et, surprise, c'était Creeper. « Tu ne m'as toujours pas donné ton numéro » pleurnicha-t-il. J'ai remis mes écouteurs pour qu'il les arrache à nouveau. « Pourquoi tu veux pas me le donner ? Allez, je suis pas assez gentil ?» Je grimpai dans mon bus et, Dieu merci, il ne me suiva pas.
Ce soir-là, je reçus un message d'un numéro inconnu et il disait « Hey !» avec un petit clin d'œil. Je demandai qui c'était et reçus rapidement une réponse. C'était Creeper qui me demandait si j'étais vierge. J'étais assise là, à me demander comment il avait eu mon numéro de téléphone. C'est vrai que j'avais un Facebook et un MySpace, mais aucun des deux n'avait mon mail ou mon numéro de téléphone visible, sauf pour mes amis. Le lendemain matin, j'appelai mon opérateur et demandai à ce qu'on bloque le numéro pour l'empêcher de me contacter. Le jour suivant, je marchais entre les deux bâtiments du lycée, j'allais à un cours de l'après-midi, et il apparut à nouveau. « Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone ? Pourquoi tu me réponds pas ?» Je lui répondais que je n'avais pas le temps de discuter, que j'allais être en retard en cours, et accélérai le pas. Il me rattrapa et haussa un peu le ton. « Pourquoi tu réponds pas à mes appels ? Je veux que tu sois ma petite copine. » Je l'ignorai et je suppose que ça le fatiguait, parce qu'il s'énerva vraiment. Il courut derrière moi et attrapa la poignée de mon sac à dos et la capuche de ma veste avec la même main et me tira en arrière. Je tendis le bras et attrapai la poignée de la lourde porte en métal du bâtiment. À ce point, je lui hurlai dessus. « Lâche-moi ! Laisse-moi tranquille, d'accord ?» Il essayait toujours de me tirer derrière le bâtiment et je m'apprêtais à lâcher la poignée lorsqu'il réalisa que j'avais fait une scène. Il me lâcha et dit quelque chose du genre qui ne faisait que blaguer et d'arrêter d'être aussi sérieuse. Après cela, il essaya de m'envoyer des messages sur Facebook de temps en temps, mais je l'avais aussi bloqué là. Heureusement, je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis. Au lycée, mon meilleur ami était un garçon. Tout le monde savait qu'il m'appréciait beaucoup, et les gens me jugeaient toujours en disant que je lui donnais de faux espoirs. Je n'avais pas essayé une seule fois d'être romantique avec lui. Je ne l'aimais pas dans ce sens-là. Alors, il avait commencé à sortir intensément avec ma meilleure amie. Ils ont eu une relation terriblement abusive pendant des années. Il lui faisait du mal physiquement et je le détestais pour ça. Puis, par pur hasard, on déménagea tous dans la même ville et elle m'avoua que, quand ils sortaient ensemble, elle avait trouvé un dossier sur son ordinateur qui ne contenait que des photos de moi qu'il avait prises de Facebook, je suppose. Toutes dans un seul dossier. Puis, je le croisai par hasard à un concert à Brooklyn où il rencontra mon copain du moment. Puis, il commença à m'envoyer des messages. Je ne savais pas du tout qu'il avait toujours mon numéro, mais il ne m'envoyait des messages qu'à 4 heures du matin en disant des choses insensées sur mon poids, en utilisant des mots très vulgaires, et en me disant qu'il avait du désir pour moi au lycée, et que j'avais presque ruiné sa relation avec ma meilleure amie à cause de mon corps, et tout plein d'autres remarques répugnantes et grossières. Je lui demandais alors d'arrêter et il me racontait qu'il avait besoin d'aide parce qu'il avait un problème avec la drogue et qu'il allait se suicider si je ne lui parlais pas. Ça continua un moment. Je ne suis pas sûre de pourquoi je n'avais pas bloqué son numéro. Je lui disais que j'allais appeler la police, mais je crois que j'avais vraiment peur qu'il se fasse du mal. Avance rapide, 2 ans plus tard, ça recommence. Cette fois, je vis à l'autre bout du pays. Le même message à 4 heures du matin, du moins pour lui sur la côte opposée. À propos de moi et du fait que j'étais la femme idéale pour lui. Dégoûtant et pas flatteur. Je lui dis d'arrêter, que je vais le bloquer et appeler la police. Il me supplie de ne pas arrêter de lui répondre parce qu'il a besoin de me parler. Je suis littéralement terrifiée qu'il se pointe dans ma rue, alors je continue à répondre. Mon copain est en colère et veut se mêler à tout ça. Je suis sur le point de laisser mon copain lui écrire juste pour qu'il arrête. Je l'ai bloqué sur Facebook et j'ai instantanément reçu une demande sur Instagram. Trop, c'est trop. Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire ? Je n'ai jamais eu une très grande chance avec les garçons. Je semble avoir mauvais goût en termes de rencard. Après m'être séparée pour de bon du père de mes enfants après 5 ans, j'étais prête à être moi-même. Après 3 mois en tant que mère célibataire, mon voisin m'approcha en déclarant qu'un de ses amis, Steve, aurait aimé me rencontrer. Il ne mit pas longtemps à me charmer et à entrer dans ma vie. Les 6 premiers mois furent géniaux. Mais il commença à boire de plus en plus, et à chaque fois il devenait très agité. Il se battait avec des inconnus, et même avec certains de nos amis. Nos amis commencèrent alors doucement à arrêter de venir nous voir, sachant comment était Steve quand il buvait. Mais cela ne l'arrêta pas de boire, sauf que cette fois, il déversait toute sa colère sur moi. Il lui fallut environ 6 à 8 mois pour passer des insultes et des bousculades aux coups de poing et aux étranglements. Cette relation était soudainement devenue abusive. Une fois, je dus m'enfuir par la fenêtre de la salle de bain. Il me retrouva plus tard après avoir tabassé un de mes amis jusqu'à ce qu'il lui dise où j'étais. Steve commença à déchirer tous mes vêtements, furieux et ivre, en se moquant de moi et en me défiant de m'enfuir alors que j'étais nue. La dernière nuit de maltraitance fut de loin la pire.
Avant que Steve commence à boire ce soir-là, je lui avais dit que mon fils de 3 ans ne se sentait pas très bien et que j'allais rester avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Mon plan était de passer la nuit avec mon fils. À environ 2h30 du matin, j'entendis la porte de la chambre s'ouvrir. Je restais allongée, faisant semblant de dormir. Plusieurs secondes s'écoulèrent, je retenais ma respiration alors que des larmes commençaient à s'agglutiner dans mes yeux. Je sentis soudainement sa main au-dessus de ma tête. Il attrapa mes cheveux et me tira hors du lit en me chuchotant à l'oreille. « Je sais que tu m'évites. » Une fois dans le salon, il me jeta au sol et m'accusa d'essayer de l'abandonner et demanda à savoir pourquoi. Avant même que je puisse répondre, il conclut furieusement que je voyais un autre homme. « Je te jure que si je t'attrape avec un autre homme, je vous tuerai tous les deux. » Il était de toute évidence encore plus alcoolisé que d'habitude. Il me cogna et me frappa plusieurs fois et je tombai au sol. Je commençai à ramper vers la chambre de mon fils, mais il arriva derrière moi et demanda « Où est-ce que tu crois que tu vas ?» Il passa alors devant moi et s'agenouilla avant de dire « Tu restes ici, ou je te ferai vraiment très mal. » Il s'asseya alors sur le canapé et me regarda alors que je sanglotais, allongée par terre. Après environ 30 minutes, il avait l'air de s'être évanoui sur le canapé. Alors, je décidai que c'était ma chance de m'échapper. J'enfilai un t-shirt trop grand, j'allai chercher mon fils et je passai lentement devant lui. Il se réveilla soudainement et attrapa ma jambe avant de dire « Tu vas où ?» Je lui répondais en bégayant que j'allais dans la cuisine avec mon fils pour lui donner à boire. Il répondit alors furieusement « Dépêche-toi !» Tout de suite, en entrant dans la cuisine, je sortis par la porte d'entrée en courant, sans pantalon, sans chaussures ni sac à main. Je portais mon fils jusqu'au commissariat qui, heureusement, n'était qu'à quelques pâtés de maison. Après plusieurs heures, j'arrivai au commissariat où il y avait une pièce où l'on pouvait appuyer sur un bouton et parler à quelqu'un à l'interphone. Plaquai mon dos contre le mur et appuyai sur le bouton derrière moi alors que je glissais lentement jusqu'à être assise par terre. Mon fils toujours dans mes bras, en m'attendant à ce que Steve défonce la porte à n'importe quel moment. Je me rappelle avoir pensé que s'il venait me frapper, au moins ce serait filmé. J'entendis dans le haut-parleur « Comment puis-je vous aider ?» Je n'arrivais qu'à pleurer. Je n'arrivais même pas à articuler un seul mot. Je ne savais pas comment expliquer. 2 policiers vinrent m'aider. Une policière emmena mon fils et lui donna à manger pendant que j'allais remplir une plainte avec le policier qui me donna une couverture. Au bout de 15 minutes, j'entendis Steve hurler mon nom alors qu'il le faisait avancer dans le couloir. Je retenais ma respiration comme s'il savait que j'étais derrière la porte. 30 minutes plus tard, un policier revint avec un sergent. Au début, je crus qu'ils allaient me dire de rentrer chez moi et de rassembler mes affaires pendant que Steve était en garde à vue. Mais ils me posèrent plus de questions sur ses sautes d'humeur et me demandèrent s'il m'avait déjà frappé. Je leur expliquai que Steve avait un problème avec l'alcool et qu'il était devenu de plus en plus agressif. Ils me montrèrent alors une liste écrite par Steve qui décrivait comment il allait me démembrer dans un bon endroit où il m'enterrerait sans jamais qu'on me retrouve. Il avait aussi noté des dates possibles, avec des dates passées qui étaient rayées. Je n'arrivais pas à respirer en lisant ça, et à ce stade, les larmes coulaient à flots sur mon visage. Je regardais le flic et lui demandais « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il me regarda en retour et répondit « Ça veut dire que vous avez de la chance. » Steve fut accusé de tentative de meurtre, de kidnapping et d'agression. J'étais retournée chez moi dans l'Arizona avant le début du procès, mais j'avais laissé un témoignage détaillé avant de partir. Bien sûr, Steve plaida non coupable, mais au final, il fut inculpé pour 2 ans de prison. Juste avant mon départ pour l'Arizona, je reçus une lettre de Steve qui disait simplement « Ce n'est pas fini, tu m'appartiendras toujours. » Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, quand une genre de folie avec des clowns tueurs avait touché l'Amérique pendant quelques mois. Eh bien, cette histoire se déroule pendant cette période. Je me rappelle toujours que mes amis et moi trouvions ça drôle, et on regardait toujours les vidéos de ces clowns qui étaient super populaires pendant qu'on mangeait. Pourtant, nos rires se transformèrent en peur lorsqu'on réalisa que quelques-uns de ces clowns menaçaient sur Twitter de venir à notre école à 11h ce jour-là pour, je cite, « tous nous tuer ». Heureusement, l'école avait vu le tweet et ils envoyèrent un email aux parents en expliquant qu'ils avaient prévu un exercice de confinement à 10h30 ce jour-là, en réponse aux menaces. J'étais en cours d'histoire lorsque j'entendis le son familier de l'alarme, suivi des professeurs courant vers les portes et les fenêtres pour tout fermer et verrouiller. Même si la menace m'avait fait flipper à l'origine, je n'étais pas inquiet. Je m'étais dit que c'était probablement juste une autre menace lancée sur Internet et qu'il n'allait rien se passer. Après environ 40 minutes de silence, assis sur le sol glacé dans un coin de la pièce, la lumière d'urgence verte s'arrêta, suivie par la climatisation.
devenant lentement silencieuse, puis la lumière du couloir s'éteignit. L'école avait coupé le courant, mais pourquoi ? À ce stade, on se fixait tous les uns les autres. On savait tous qu'il se passait réellement quelque chose. Parce que l'école ne coupait jamais le courant, sauf s'il se passait quelque chose de grave. Après environ 10 minutes, on entendit tous un léger martèlement qui venait du bout du couloir, rapidement suivi de petits pas rapides. Quelqu'un traversait le couloir en courant. La personne commença à frapper les casiers et à crier. À ce stade, quelques filles se mirent à pleurer silencieusement. Et alors, la chose la plus terrifiante arriva. L'un des hommes, déguisé en clown, courut à la porte de notre classe et se mit à frapper et hurler. Plusieurs personnes pleuraient maintenant, et l'un de mes amis me chuchota d'un ton complètement sérieux. « On va tous mourir !» J'ai pas honte d'avouer que cela provoqua mes propres larmes. J'entendis alors le grand bruit du verre qui venait de se briser. L'homme avait fracassé la partie en verre de la porte et je pouvais voir son bras passer à travers pour essayer de déverrouiller la porte de l'intérieur. J'étais figée. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Mais heureusement, mon professeur réagit rapidement. Il ramassa un bout de verre brisé du sol et poignarda le bras de l'homme avant qu'il puisse déverrouiller la porte. Il retira alors tout de suite son bras et on entendait ses hurlements de douleur. Il s'éloigna alors rapidement de la porte et son hurlement devint de plus en plus faible alors qu'il traversait le couloir. Après 2 heures de plus, la voix du directeur se fit entendre dans les haut-parleurs et il expliqua tout. Il raconta que juste après 11 heures, 2 hommes étaient entrés dans l'école, l'un d'entre eux armé d'un couteau de cuisine. Ils avaient couru à travers toute l'école en menaçant de tuer des élèves et en essayant de rentrer dans les salles de cours. Mais une fois que la police était arrivée, seul l'un d'entre eux avait été attrapé, et ce n'était pas celui qui avait essayé de pénétrer dans notre salle de cours. Après cet événement, l'école rassembla plus de 20 bus pour amener les enfants chez eux, et on demanda aux élèves de 3e comme moi de rentrer en groupe et d'appeler la police si on voyait quoi que ce soit de suspect. La semaine qui suivit ne fut pas facile. Je n'arrêtais pas de penser qu'ils allaient revenir, mais cette fois avec un flingue ou quelque chose du genre. Mais rien ne se passa. Cette histoire restera cependant à jamais marquée dans mon esprit. Depuis le confinement, l'école a engagé quelques policiers de plus pour rester sur le campus et ils ont installé des verrous automatiques sur les portes et les fenêtres. Ça m'a aidé à me sentir un petit peu mieux à l'école, mais ce n'était pas juste une expérience qu'on peut simplement oublier. En septembre 2020, une étudiante australienne âgée de 20 ans poste une histoire personnelle atroce sur le réseau social populaire Reddit. Dans son post, elle détaille la terrifiante épreuve qu'elle a vécue après avoir posté ses photos intimes sur un réseau social connu sous le nom d'OnlyFans. Le récit comprenait du harcèlement obsessionnel, les failles d'internet et finalement une menace claire et précise pour sa vie. Il lui fallut passer par un faux compte complètement anonyme pour se sentir suffisamment en sécurité et partager son histoire, en prenant en compte que la police locale avait enfin agi contre la personne responsable. Mais même après cela, la fille expliqua clairement que ses plaintes auraient dû être prises au sérieux bien avant qu'elle soit en danger imminent. D'après elle, tout commença lorsqu'elle retourna chez ses parents pour les vacances d'été. Elle était très excitée de rentrer, d'autant plus que ses parents venaient d'acheter un nouveau chiot. Au dire de tous, la fille s'amusait comme une folle en apprenant à connaître cette boule de poils. Mais n'importe quelle personne ayant déjà eu un chiot pourra vous l'affirmer. Dire qu'ils peuvent être imprévisibles serait l'euphémisme du siècle. Une nuit, la fille fut réveillée par son chiot qui jappait à la porte de derrière. Il lui apprenait la propreté, mais le chiot avait encore du mal. Alors elle se glissa hors du lit, enfila ses chaussons et descendit les escaliers pour faire sortir le chien. Elle raconte qu'il était au moins 2 heures du matin, et il ne semblait pas y avoir qui que ce soit d'autre dehors alors qu'elle marchait dans l'obscurité. Mais elle se rendit vite compte qu'elle n'était pas complètement seule. « J'ai vu une silhouette dans une voiture », raconte-t-elle. « Je voyais bien qu'elle me regardait, mais il faisait nuit noire dehors et je ne voyais pas son visage. Je me suis sentie un peu mal à l'aise, mais je n'y avais pas plus pensé que cela. Mais alors que je rentrais, la voiture démarra et me suivit dans mon allée. La terreur que j'ai ressentie à ce moment-là était indéniable. » Et même si la fille était près de chez elle, on ne peut pas dire qu'être seule au milieu de la nuit ne la rendait pas encore plus vulnérable. « J'étais terrifiée », ajouta-t-elle. « J'ai couru à toute vitesse à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte en gardant un œil sur cette personne, au cas où elle tenterait d'entrer. Mais à ma connaissance, la personne a simplement fait marche arrière et a quitté notre allée. » En se réveillant le lendemain matin, après une nuit terriblement agitée et remplie d'inquiétude,
La fille trouva une enveloppe dans la boîte aux lettres de ses parents. L'enveloppe contenait 20 $ australiens en liquide, mais également son pseudo OnlyFans. J'ai réfléchi longuement et durement à comment cette personne avait trouvé l'adresse de mes parents, racontait la fille. Et je compris que les problèmes avaient commencé après avoir partagé ma wishlist Amazon. OnlyFans et Amazon étaient tous les deux catégoriques sur le fait que leur système de sécurité empêchait de telles fuites. Pourtant, il semblait que ça n'était pas le problème. Les vendeurs tiers ne sont pas tenus de respecter la même protection juridique de données que les grandes multinationales. Même si elle n'était pas complètement sûre de comment l'harceleur avait eu son adresse, elle était sûre à 99% qu'il avait contacté un vendeur tiers pour l'obtenir. Est-ce l'argent, la contrainte ou l'intimidation qui avait poussé le vendeur à donner cette information? C'était une toute autre question. Mais l'effet est que c'est l'explication la plus probable de toutes. Après ça, en retournant dans la ville où j'étudiais, j'ai arrêté de publier des photos, explique la fille. Mais d'une manière ou d'une autre, mon harceleur a quand même réussi à me retrouver. La fille raconte qu'elle ferma simplement son compte OnlyFans. Et ce dernier étant si peu sécurisé, elle décida d'ouvrir un compte YouTube. Son premier gros projet de vlog devait être une virée shopping dans un centre commercial du coin. Mais en arrivant à sa voiture pour démarrer sa journée, elle découvrit qu'elle avait été fouillée. « Ma caméra de vlog avait aussi disparu, » raconte-t-elle. « Je sais que c'est ma faute. Je n'aurais pas dû la laisser dans la voiture, mais je l'avais utilisée la veille, et puisque je vivais dans une résidence fermée, je pensais qu'elle ne craignait rien. » Elle ajouta alors que la caméra se trouvait dans la boîte à gants et contenait une carte SD remplie de photos et de vidéos jamais publiées. C'était presque comme si quelqu'un savait qu'elle était là. Et aussi grave que cela l'était déjà, les choses devinrent de plus en plus bizarres. Elle finit par appeler le garde de son immeuble et demanda s'il était possible de visionner les enregistrements des caméras de sécurité filmées cette nuit-là. C'est comme cela qu'elle vit un homme vandaliser sa voiture en ignorant les autres voitures sur le parking. Elle avait alors une preuve qu'elle avait été choisie pour un harcèlement ciblé. Après avoir volé la caméra, la personne a fait le tour du duplex et s'est arrêtée devant ma fenêtre, raconte la fille. La fenêtre de ma chambre donne sur la rue et les volets sont cassés. Alors c'est facile de voir à l'intérieur. J'ai un rideau, mais il ne couvre pas toute ma fenêtre. Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est que cette personne m'a regardé dormir pendant environ 1 heure. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas essayé d'entrer chez moi, mais Dieu merci, elle ne l'a pas fait. La femme explique que sa caméra fut retrouvée plus tard dans un magasin d'occasion pas loin, insinuant que la personne qui l'a harcelée avait des antécédents criminels. En revanche, elle ajouta que la carte SD n'était plus dans la caméra. « Je sais qu'il l'a gardée comme une sorte de trophée. Je le sais, » ajouta-t-elle. Elle a aujourd'hui déménagé et espère ne pas avoir été suivie par son harceleur. Je crois que la police essaie toujours de le retrouver, mais j'ai mis fin à mon bail et j'ai déménagé en espérant cette fois être en sécurité. Ce qui est effrayant dans cette histoire, c'est qu'il semble n'être qu'une question de temps avant que le harceleur décide d'aller plus loin. S'ils ne sont pas arrêtés, les harceleurs ne font qu'intensifier leur activité jusqu'à ce que leur obsession atteigne une fin mortelle et éternelle.